Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec grand plaisir pour la traditionnelle vidéo de la pioche à lire du mois d'août. J'ai l'impression que cette année file à une vitesse folle, mais bon, allez, on commence tout de suite. Comme d'habitude, petite précision, c'est bel et bien une pioche à lire et non pas une pile à lire. C'est-à-dire, je fais de nouveau une petite récap pour les nouveaux qui arrivent par ici et d'ailleurs, bienvenue à vous. Je prépare toujours une pioche à lire où je mets plus de livres que je ne pourrais lire, c'est certain, mais c'est pour me laisser un petit peu de marge de manœuvre et voilà, avoir un peu de choix sans me cloisonner dans une pile à lire un peu restreinte. Et voilà, comme ça me donne un peu plus de possibilités de m'égarer sur d'autres titres. J'avais envie, durant ce mois d'août, de faire de l'avance dans mes sagas que j'ai commencé et dans lesquelles je trouve que je n'avance pas assez vite ou pas du tout. Et voilà, certains titres sont un roman, mais en 3 tomes par exemple. Vous verrez après de quoi je parle. Et voilà, c'est des choses que j'ai envie d'avancer ou de terminer. Je commence par une catégorie qui va être les cozy mystery que j'ai vraiment envie d'avancer pendant ce mois d'août. J'y ai mis dans cette pioche à lire les tomes 4 et 5 de Les enquêtes de Béatrice Heidklar de Lynn Messina, édité chez les Escales. Le tome 4 s'appelle De fâcheuses fiançailles et le tome 5 Une perfide performance. Si j'arrive à sortir ces 2 tomes de ma palle, je serai à jour avec cette saga. Je crois que j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Je sais qu'il y a un tome 6 qui est paru en anglais, mais il date de 2023. Il n'a toujours pas été traduit. Donc voilà, est-ce que vraiment on aura une suite en français pour cette saga? Et en anglais, c'est le dernier tome paru, donc ce tome 6 en 2023. Donc voilà, je ne sais pas s'il y aura une suite. Je vous ai énormément parlé de cette saga. On va être dans du cozy mystery historique avec Béatrice qui mène les enquêtes. Je vous en ai d'ailleurs parlé dans mon dernier bilan puisque au mois de juin, j'avais lu le tome 3 et je vous en ai parlé voilà, dans mon dernier bilan si vous voulez aller jeter un œil. J'ai également envie d'avancer dans ma saga du club des amateurs de romans policiers. J'ai en ma possession à lire encore les tomes 3 et 4. Donc le tome 3 c'est Meurtre sous les étoiles et le tome 4 c'est Et ils ne furent plus que neuf pardon, de C.A. Larmer, paru chez Le Cherche Midi. Je sais qu'il y a un 5e tome qui est sorti il n'y a pas longtemps, qu'il faudra que je me procure du moment que j'aurai lu peut-être le 3. Peut-être je me commanderai directement le tome 5, comme ça j'aurai plus que le 5 à lire pour être à jour dans cette saga. Pour ceux qui ne connaissent pas, on va être dans un cozy mystery très sympa. Je vais vous parler surtout du premier tome. On va être dans une ambiance très Agatha Christie. Le premier tome s'appelait, bon sang, le deuxième tome c'est le SS Orient et le premier tome c'est Ils étaient 7. Et j'avais adoré l'ambiance avec ce club de lecture qui sont amateurs de romans policiers. Et dans le tome 1, il y a une disparition, ouais, la disparition d'un des membres du club. Et ils vont enquêter afin de savoir qu'est-ce qui s'est passé. J'avais un petit peu moins aimé le tome 2 parce que j'avais trouvé que la romance était un petit peu trop mise en avant. Mais le contexte était vraiment génial, ça se passait en huis clos sur un bateau. Et voilà, j'ai hâte de découvrir le tome 3. Bien évidemment que j'ai envie de faire de l'avance dans la saga des thés meurtriers d'Oxford dans laquelle j'ai énormément de retard. Il y a 12 tomes parus. Je crois que c'est une saga qui est clôturée, elle est terminée, me semble-t-il. Et je me suis programmée, bien évidemment, c'est sûr que je vais peut-être pas réussir à tout lire, mais les tomes 5, 6 et 7 avec les thés meurtriers d'Oxford. Ah, je vous donne juste les titres. Alors, il y a Tôt ou Tarte. Le tome suivant, c'est Les Entremets Tueurs. Et le tome 7, c'est Péché Pâtissier. C'est publié par City Edition, par HYNA, je ne sais pas si je l'ai déjà dit. Et on va être vraiment dans un cozy mystery so british avec voilà, tous les clichés qui vont faire le cozy mystery britannique avec les petits gâteaux, le thé,
voilà, l'ambiance très anglaise. Et ma foi, les enquêtes sont très très sympas, les personnages aussi. Il y a de la romance, mais vraiment pas en premier plan. Donc voilà, c'est assez bien équilibré, je trouve, entre les enquêtes, la romance, les relations entre les personnages. Et voilà, j'adore cette saga et j'espère l'avancer durant ce mois d'août également. Je souhaiterais également tenter de lire le tome 2 de la saga Tante Dimity de Nancy Atherton qui s'intitule Le secret de Tante Dimity. J'avais lu le premier tome que j'avais bien aimé. C'est publié chez Verso avec de superbes couvertures. Les couvertures sont vraiment très très belles. J'adore voilà, le style avec ses illustrations. Et voilà, je ne vais pas vous en parler beaucoup plus. On va être dans le premier tome avec une protagoniste qui va se voir hériter d'une maison d'une certaine tante Dimity. Cette tante Dimity a bercé toute son enfance parce que sa mère lui racontait des contes, pensait-elle que c'était des contes, des histoires d'une certaine tante Dimity. Elle pensait que ce personnage était fictif, et en fait pas du tout. Tante Dimity a réellement existé, elle est décédée, elle lui lègue sa maison et elle va s'y rendre et là va partir l'histoire. Ce tome 2 s'appelle Le secret de Tante Dimity. Le premier tome s'appelle La mort de Tante Dimity. Donc voilà, ça donne le ton. On part dans cette histoire. Il y a une histoire de lettres aussi, de correspondance. La maman de la protagoniste est apparemment dans une confidence, était dans une confidence parce qu'elle est malheureusement décédée aussi. Et elle, voilà, elle est partie avec tous les secrets de Tante Dimity, elle aussi. Et ici, ça nous met le deuxième tome de la série d'enquêtes plus cosy que mystery, best-seller depuis 30 ans aux États-Unis. Alors en effet, dans le premier tome, sachez, il n'y a pas de meurtre, il n'y a pas de cadavre. Moi, ça m'a un petit peu surpris dans un premier temps. Et ma foi, je vais voir ce qui se passe dans ce deuxième tome. Si ça me plaît, j'achèterai le tome 3 parce qu'il y a un troisième tome qui est paru que je ne possède pas encore. J'attends de voir ce que donne ce tome 2. Également programmé pour ce mois d'août, le deuxième tome de La Demoiselle et le Mousquetaire de S.D. Fisher qui s'intitule Meurtre sur mesure avec ses superbes couvertures. Vraiment, c'est une saga dont j'adore l'esthétique. L'objet livre est vraiment magnifique. Et j'avais beaucoup aimé le premier tome par son aspect d'originalité, parce qu'on a voilà, un mousquetaire qui mène les enquêtes aux côtés de notre protagoniste qui s'appelle Louise, je crois. Louise, oui, je crois bien. Et non, Louise, c'est la sœur. Je suis en train de m'emmêler le pinceau, c'est la sœur. Joséphine, voilà. La protagoniste s'appelle Joséphine, elle est très proche de sa sœur Louise. Elles sont vraiment diamétralement très différentes l'une de l'autre. Donc la sœur Louise aimerait se marier, voilà, on est dans de l'historique. Par contre, Joséphine, elle, ça ne l'intéresse pas du tout. Elle préfère apparemment enquêter sur des meurtres. Alors, une nouvelle enquête de la demoiselle et du mousquetaire, un cosy mystery drôle et rythmé sous le règne de Louis XIV. Le premier tome, j'avais voilà, bien aimé, mais j'avais trouvé un peu des longueurs. Je trouvais que ça tournait un petit peu en rond des fois. On prend cet indice, on le déplace, et puis qu'est-ce qui se passe? Et puis voilà, c'est assez lent. Enfin, j'ai trouvé assez lent. J'ai trouvé que ça manquait un peu de rebondissement. Mais voilà, l'ambiance m'a beaucoup plu. Voilà, dans ce Cozy Mystery historique, moi j'adore tout ce qui est historique. Et puis voilà, la présence de ce mousquetaire. J'ai trouvé ça original et c'est pour ça que j'ai très très envie de lire ce tome 2. On quitte le Cozy Mystery pour voilà, d'autres genres littéraires. Ce sont des sagas ou des séries de livres que j'ai commencé et à un moment donné, ben, je me suis arrêtée et je n'ai pas poursuivi et j'aimerais bien reprendre pour les terminer parce que finalement, j'avais beaucoup aimé. On commence avec Les 7 sœurs. Je n'ai lu que le premier tome. Et j'aimerais lire au moins le deuxième tome au mois d'août, voire le tome 3, les enchaîner peut-être les deux, parce que j'ai les 8 tomes dans ma palle et que je n'ai lu que le premier tome. Donc voilà, et j'avais bien aimé ce premier tome, je trouvais ça assez intriguant. On est ici dans une saga familiale avec en gros 7 sœurs qui ont été adoptées. Quand le père meurt, il y a une énigme. Elles doivent chacune découvrir d'où elles viennent. Elles ont été toutes adoptées, elles ne savent pas d'où elles viennent, donc elles doivent en fait enquêter sur leur histoire, d'où elles viennent,
qui sont leurs vrais parents, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elles soient adoptées à un moment ou à un autre. Alors ici, j'espère également réussir à sortir de ma palle. Je pense que je vais le mettre dans mes priorités, les tomes 2 et 3 des Misérables de Victor Hugo. J'avais tellement aimé le premier tome que j'ai lu. J'avais complètement adhéré à la plume de Victor Hugo qui est finalement très accessible. J'ai trouvé ça beau, j'ai trouvé ça dur, j'ai trouvé ça touchant, émouvant, révoltant. Les Misérables, vraiment le premier tome, il m'a complètement séduite, embarquée. Et il faut absolument que je sache la suite. J'avais également tenté de lire, mais je pense qu'il passera aussi dans mes priorités, le deuxième tome de La Petite Maison dans la Prairie. Je suis en train de terminer le premier tome à l'heure où je vous tourne cette vidéo. C'est la série culte de mon enfance, ma série favorite de tous les temps. C'est vraiment, quand je pense à mon enfance, forcément je pense à La Petite Maison dans la Prairie. Ça a été écrit par Laura Ingalls Wilder, ça a été publié chez Flammarion, en tout cas pour l'édition que j'ai. C'est une ancienne édition que j'avais trouvée sur un marché aux puces. Et elle est illustrée, j'adore cette histoire, je vous en parlerai plus dans le prochain update ou bilan lecture. Il y a des choses qui me dérangent un petit peu quand même à la lecture, mais bon, je ne vais pas m'attarder maintenant. Donc voilà, j'aimerais avancer cette saga avec ce tome 2, peut-être lire un tome par mois. Comme je disais, il y en a, je crois qu'il y en a 8, mais là tout de suite je ne suis pas sûre. Et voilà, c'est vraiment un plaisir de lecture. Je redeviens une petite fille à la lecture de ce livre et j'ai vraiment hâte de poursuivre. Pour ceux qui ne connaissent pas La Petite Maison dans la Prairie, peut-être qu'il y a des personnes plus jeunes ici qui ne connaissent pas. On va être aux États-Unis avec une famille qui n'a pas grand-chose et qui décide de s'installer dans une prairie, et on va voir la vie au quotidien, les difficultés, la construction de la maison parce qu'ils doivent tout faire eux-mêmes, et vraiment c'est un grand retour en arrière. On voit, c'est aussi un petit côté historique avec la façon de faire, de chasser, de traiter les animaux, la terre, de cultiver la terre. Dans ce premier tome que je suis en train de lire, on y parle aussi des Indiens. Donc voilà, c'est super intéressant et personnellement, j'adore et je vous le recommande. J'aimerais tenter de lire, mais il fait passer 900 pages. Le tome 3 des Enfants de la Terre de Jean M. Howell, publié ici chez Pocket, c'est l'édition que j'ai en ma possession. Et ce tome 3 s'appelle Les Chasseurs de Mammouth. Je ne sais pas pourquoi j'ai laissé de côté cette saga qui est passionnante sur la préhistoire. J'avais adoré les 2 premiers tomes et à un moment donné, je me suis arrêtée. Je ne sais pas pourquoi. C'est une saga qui va balayer la préhistoire. On va suivre une protagoniste qui s'appelle Ayla, si je me souviens bien. Et c'est à travers ses yeux qu'on va voir comment vivaient les gens au Moyen-Âge, les coutumes, comment se déroulait la chasse, tout. Voilà, on balaye tout. Il y a certaines longueurs, il faut l'admettre, des descriptions, des choses comme ça. Mais voilà, c'est normal, c'est de l'historique. On nous raconte quand même toute une période et ça mérite voilà, de s'attarder sur certains savoir-faire ou certaines coutumes. Et vraiment, les 2 premiers tomes avaient été incroyables, hein, une super expérience de lecture. Donc j'espère voilà, reprendre cette saga et la terminer. J'en ai terminé avec les séries et les sagas. On passe à des romans one-shot. Avec un emprunt que j'ai fait à la bibliothèque parce que je n'ai pas arrêté de voir passer ce livre et il m'intrigue. Il s'agit de Les Sirènes de Malibu de Taylor Jenkins Reid, publié chez Charleston pour le grand format. Et Les Sirènes de Malibu, je l'ai vu passer et repasser et repasser. Et on va être en 1983, la ville entière vibre d'excitation. Ce soir, Nina Riva donne sa grande fête annuelle, l'événement le plus notoirement décadent de la côte ouest auquel tout le monde rêve d'être invité, star du showbiz comme anonyme. La seule personne à ne pas partager cet enthousiasme est peut-être Nina, justement. Après des années à porter sa célèbre famille à bout de bras, elle se passerait bien de jouer une fois de plus les hôtesses parfaites. Livrés à eux-mêmes, dès leur plus jeune âge, les enfants Riva ont réussi à devenir des modèles de succès qui fascinent aujourd'hui l'Amérique. Mais, sous cette belle façade, Nina Jai
Hud et Kit cachent chacun leur propre secret. Et si à minuit la fête bat son plein, au matin le passé sera venu frapper à la porte de Riva et leur palais de verre surplombant l'océan sera en flammes. Des côtes escarpées de Malibu aux plages de sable fin du Pacifique en passant par l'emblématique Pacific Coast Highway, désolé pour la prononciation, le portrait envoûtant d'une fratrie aux prises avec ses rêves et son histoire familiale. Ça nous dit encore un rythme narratif sublime soutenu par l'introduction de tout un éventail de personnages. Voilà, alors apparemment on est dans du secret de famille, moi j'aime beaucoup ça, donc on verra, on va très certainement être dans du passé présent. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez lu et si vous l'avez aimé. Encore un livre que j'ai emprunté à la bibliothèque, il s'agit de... C'est un livre que j'ai... Alors celui-là pour le coup je l'ai vu passer nulle part. C'est un livre de Françoise Bourdon qui s'intitule Camille Soleil Levant, qui est paru aux éditions Terre de France. On est dans de la littérature du terroir. Et ça nous dit de Camille l'orpheline, lingère et modèle à Montmartre, à sa fille Flora qui deviendra infirmière, des ateliers des impressionnistes à la douceur florale de Giverny, les destins de deux femmes qui se battent en dépit de leurs conditions et d'une époque corsetée pour s'affranchir. De 1867 à 1919, leurs vies ardentes et romanesques seront jalonnées de rencontres avec des personnalités emblématiques à la croisée de 2 siècles. La pionnière Louise Michel, la journaliste Séverine, les peintres Monet et Basile qui, ouvrant la porte de leur atelier, révèlent leurs secrets d'artistes et leur quotidien ainsi que celui souvent fustigé de leurs modèles. Sans jamais renoncer à leurs désirs, Camille et Flora traverseront les espoirs et les tragédies de ces années turbulentes. Bon, alors, un roman sur des destins de femmes, on va être dans de l'historique, avec voilà, toute une panoplie de personnages connus, apparemment des peintres. Alors moi, si vous alliez histoire et art, c'est bon, vous me tenez. Ensuite, un roman qui me fait tellement envie, je l'ai acheté il y a un petit bon moment maintenant, mais j'ai pas encore réussi à le sortir de ma palle. C'est une autrice espagnole qui s'appelle Mercè Rodoreda. Ça s'appelle Le Jardin sur la mer. Ça a été traduit du catalan par Edmond Rayard. On va être aux éditions Zulma, c'est ça, éditions Zulma, pardon. Et ça nous dit, il se souvient de la villa qui donnait sur la mer et de son opulent jardin. Il y soignait Iris, trompette des anges, glaïeul et pulmonaire. Témoin discret et impartial, le vieux jardinier raconte. Le jeune couple beau et fortuné, leurs amis toujours plus nombreux, les baignades et les promenades à cheval, une vie d'insouciance et d'oisiveté sous les yeux de l'indomptable cuisinière et de toute une maisonnée. Avec l'arrivée d'un nouveau voisin, fortune faite en Amérique, surgit la menace d'un passé enfoui. Comme au ralenti, le drame se déroule dans un luxe de détails et de non-dits. Un savoureux mélange de détachement et d'émotion. Ça a l'air plutôt énigmatique également et il n'est pas très long en plus. Il fait pas 250 pages et je pense qu'il va être dans mes priorités également pour ce mois d'août parce qu'il m'intrigue beaucoup trop. Alors maintenant, je vous parle de 2 pavés que j'ai envie de sortir de ma palle parce qu'ils me font terriblement envie depuis que je les ai achetés il y a très longtemps. Mais voilà, c'est quand même des gros bébés. Le premier, il fait passer 450 pages. Donc, c'est pas, voilà, c'est pas du 300 pages. Il s'agit de un air d'éternité de Clarisse Sabard avec cette couverture tout à fait propice pour le printemps ou l'été. Et d'ailleurs, le 4e de couverture commence en nous disant que l'été 2018 s'annonce mouvementé pour Lisa. Donc, on est en plus en été. On est à Châtillon-sur-Indre, tandis qu'elle s'apprête à recueillir sa mère fragilisée par la violence de son ex-compagnon. Elle doit également héberger son grand-père Loulou, dont la maison est en travaux. Or, cela fait 8 ans que tous deux ne se parlent plus. La présence de Tim, son petit garçon qu'elle élève seule et que tous adorent, suffira-t-elle à apaiser les tensions? Lisa a à peine le temps de se poser la question qu'elle est confrontée à
a un autre problème. La rénovation de la maison de Loulou met au jour une pièce condamnée contenant un mystérieux coffret. Comment Lisa aurait-elle pu imaginer que celui-ci referme un terrible secret qui tourmente son grand-père depuis son enfance? Tout commence en juillet 1939, lorsque la jeune Aurélia, inquiète de voir son monde vaciller face à la menace d'une nouvelle guerre, décide de tenir son journal des événements. À la suite de Lisa et d'Aurélie, deux héroïnes inoubliables, Clarissa Ward nous entraîne dans une fresque familiale et historique éblouissante au cœur de la Seconde Guerre mondiale. Ça a l'air vraiment trop bien. Et le deuxième pavé qui fait lui presque 600 pages, ouais, passé 600 pages, et qui se déroule également en été apparemment, en été 1862. Il s'agit de La prisonnière du temps de Kate Morton, paru chez les presses de la Cité, il doit être paru en poche maintenant. Kate Morton est une autrice que j'affectionne énormément. J'ai adoré tout ce que j'ai lu d'elle jusqu'à maintenant. Vraiment, elle écrit des sagas familiales, toujours avec un mystère, des retournements de situation incroyables. Et j'avais freiné, j'ai tout lu d'elle sauf 2 romans, celui-ci et un autre, que j'ai pas sorti encore de ma palle parce que ça fait 2 ans, ouais, 3 ans qu'elle a plus rien sorti, je crois, et il n'y a rien qui est annoncé. Donc, je me retiens de lire ces tomes au cas où elle aurait décidé d'arrêter d'écrire et voilà, pour laisser faire durer le plaisir. Mais là, je me dis, ouais, j'ai quand même trop envie de le lire. On va être donc à l'été 1862. Un groupe de jeunes peintres proches des pré-raphaélites, mené par le talentueux Edward Radcliffe, s'installe à Birchwood Manor, sur les rives de la Tamise. Là, inspiré par sa muse, la sulfureuse Lily, Edward peint des toiles qui marqueront l'histoire de l'art. Mais à la fin de son séjour, une femme a été tuée, une autre a disparu, un inestimable diamant a été dérobé et la vie d'Edward Radcliffe est en miettes. Après, on est en 2017 parce que l'autrice, il y a toujours des doubles temporalités. 2017, Elodie Winslow, jeune archiviste londonienne fiancée à un golden boy ennuyeux, découvre dans une vieille sacoche 2 objets sans lien apparent. Oups. Le portrait sépia d'une femme à la beauté saisissante en tenue victorienne et un cahier de croquis contenant le dessin d'une demeure au bord de l'eau. Pourquoi cet endroit lui semble-t-il si familier? Et si l'enquête d'Elodie l'aidait à percer le mystère de ses origines? Je crois que dans celui-ci, il y a un petit côté fantastique. Il me semble que c'est celui-là. Je pense qu'on va voyager dans le temps, mais je ne suis pas sûre. Avec ce roman foisonnant qui se déploie sur plusieurs siècles et transporte le lecteur d'un Londres à la Dickens au quartier branché de l'East End actuel, la jeune Kate Morton, publie dans plus de 35 pays et vendue en 10 millions d'exemplaires dans le monde, brosse les portraits croisés lumineux et intenses de 2 héroïnes prêtes à tout sauf à renoncer à l'idéal. Je me suis également fait une petite pioche à lire de romans un petit peu plus courts. Le premier que je vais tenter de lire, c'est Birdman de Mo Hayder dans une édition Pocket. C'est un roman qu'on m'a prêté. On va être dans du thriller. Cindy, si tu passes par là, sache que je vais tenter de lire ce premier tome durant ce mois d'août. On va être donc dans du thriller. Il paraît que c'est assez glauque, on verra ça. Ça nous dit, dans un terrain vague de la banlieue de Londres, une pelleteuse exhume 5 cadavres de femmes. Un seul lien unit tous ces corps tailladés puis recousus. Un oiseau a été enfermé vivant à l'intérieur de chaque cage thoracique. C'est avec ces meurtres en série que l'inspecteur Jack Caffery, je ne sais pas comment est-ce qu'on dit, inaugure son nouveau poste au service régional des enquêtes sensibles. Entre l'hostilité de certains collègues, sa vie conjugale étouffante et la tension grandissante avec un voisin qu'il soupçonne d'être responsable de la disparition de son propre frère, Caffery est mis à rude épreuve, mais l'enquête dont il est chargé est de celles qui font oublier tout le reste. On passe à des choses un petit peu plus gaies. J'espère lire également L'île au trésor de R.L. Stevenson.
que j'ai ici dans une édition, le livre de poche dans la collection classique. Il est très court. Moi, je pensais que L'île au trésor était un roman beaucoup plus long. Et en fait, quand je me l'étais procuré, j'avais été surprise. Il ne fait pas 250 pages. Non, il fait 230 et quelques. Ou bien, attendez, parce qu'il y a encore un tas de trucs à la fin, là, avec l'étude des personnages et tout. Ouais, il fait 220 pages en gros, donc il est très très court. Je me suis dit, L'île au trésor pour l'été, ça peut être plutôt sympa. Que nous dit le résumé? Depuis l'Odyssée, aucun récit d'aventure n'eut plus de succès que L'île au trésor. Jim Hawkins et le terrible Long John Silver, l'homme à la jambe de bois, sont les héros de cette histoire. L'Hispaniola débarque les bons et les méchants sur l'île au trésor. Dès lors, une lutte implacable se déroule pour retrouver le trésor ramassé par le redoutable pirate Flint, mort sans avoir livré son secret. Rarement roman d'aventure où le réel se mêle au fantastique aura été conduit avec tant d'habileté. L'île au trésor est un classique. Et c'est aussi pour ça que je l'avais acheté. J'avais envie de lire ce classique incontournable. Je ne sais pas quand est-ce qu'il a été écrit, mais une fois de plus, je tenterai d'avoir un peu plus d'infos au moment de vous le présenter quand je l'aurai lu. Maintenant, j'ai aussi un livre que j'ai reporté déjà quelques fois de pal en pal, et pourtant il n'est pas long, hein. Il fait pas 205, oh non, il fait pas 200 pages. On est dans de la littérature antique avec Marie de France et les Laïs. C'est de la littérature qui date du XIIe siècle. J'ai ça dans le livre de poche dans la collection classique. C'est une poétesse connue sous le nom de Marie de France. Et alors, la poétesse connue sous le nom de Marie de France est vers la fin du XIIe siècle le premier grand auteur féminin de la littérature française. Ces lays sont des récits d'aventure et d'amour dont la matière est tirée du folklore et des mythes bretons. Ce sont des contes de fées. Un chevalier se transforme en loup-garou, un autre en oiseau pour voler jusqu'à celle qu'il aime, un autre rencontre une biche qui parle, un autre encore devient l'amant d'une fée. Ce sont aussi des contes poétiques à la simplicité mystérieuse et envoûtante qui disent la force et la mélancolie de l'amour. Vraiment, il me fait trop envie. J'ai un court roman ici également de même pas 150 pages de André Chédid qui s'appelle Le Message dans une édition de poche chez J'ai lu. Et celui-là aussi, je l'avais déjà présenté dans une pile à lire et j'ai pas réussi à le sortir encore. On va être un été dans un pays en guerre. Marie est blessée par une balle alors qu'elle tente de rejoindre Steph qui l'attend de l'autre côté de la ville. Dans sa dernière lettre, il lui demandait de laisser de côté leur vieille querelle et de vivre l'indéfectible amour qui depuis toujours les unit. Arrêtée dans sa course par la balle d'un franc-tireur, la jeune femme n'a qu'une seule idée en tête, lui faire parvenir un message pour lui dire qu'elle vient, qu'elle l'aime. Et je crois qu'on va voir cette lettre passer de main en main pour tenter d'arriver à son destinataire. Je suis hyper intriguée également par cette courte histoire. J'ai 2 titres de Virginie Grimaldi dans ma pile à lire et voilà, je m'en suis glissé un pour ce mois d'août au cas où il y aurait un miracle et j'aurai le temps de tout lire. Il s'agit de Quand nos souvenirs viendront danser dans l'édition Le Livre de Poche. J'adore Virginie Grimaldi, tout ce que j'ai lu d'elle jusqu'à maintenant, vraiment j'ai passé un excellent moment de lecture. Et ici, on va être lorsque nous avons emménagé Impasse des Colibris. Nous avions 20 ans. Ça sentait la peinture fraîche et les projets. Nous nous prêtions main forte entre voisins en traversant les jardins non clôturés. 63 ans plus tard, les haies ont poussé et ne nous adressons la parole qu'en cas de nécessité absolue. Quand le maire annonce qu'il va raser l'impasse, nos maisons, nos mémoires, nos vies, nous oublions le passé pour nous rallier et nous battre. Tous les coups sont permis. Nous n'avons plus rien à perdre et c'est plus excitant qu'une sieste devant Motus. À travers le récit de leur combat et une plongée dans ses souvenirs, Marceline raconte une magnifique histoire d'amour, les secrets de toute une famille et la force des liens qui tissent une amitié. Voilà, je pense que je vais aimer. Jusqu'à maintenant, j'avoue que mon cœur, mon favori est Il est grand temps de rallumer les étoiles. Si vous ne l'avez pas lu, allez-y, c'était vraiment génial.
Je me suis glissée également une petite pièce de théâtre. Je suis en ce moment en train de lire Edmond. Et voilà, j'avais une petite pièce de théâtre qui est très courte également ici, qui fait même pas 100 pages, de Friedrich Dürrenmatt, qui s'appelle Les Physiciens, paru chez les éditions L'Âge d'Homme. Et je ne vais pas vous lire le résumé parce qu'il est très long. Et voilà, je vais me laisser porter, je ne sais plus de quoi ça parle. Franchement, je vais me laisser la surprise et pas relire le résumé. Mais j'ai déjà lu du Friedrich Dürrenmatt jusqu'à maintenant, j'ai beaucoup aimé. J'ai lu La Panne, j'ai lu l'histoire avec la dame âgée, là, je ne sais plus le titre. Et jusqu'à maintenant, ben voilà, j'ai beaucoup aimé, donc j'ai confiance. Je pense que là aussi, je vais passer un bon moment de lecture. Et pour terminer, je me suis programmé aussi un recueil de poèmes que j'ai également reporté de nombreuses fois, mais que j'ai toujours autant envie de lire et qui fait partie de ces livres que j'ai envie de lire en 2025. Il s'agit de L'Aurore en fuite, poème choisi de Marceline Desbordes-Valmore, dans une édition de Chez Point. Je ne vais pas vous en dire beaucoup plus, c'est un recueil de poèmes, donc là tout de suite... j'ai pas vraiment de résumé. Donc c'est une poétesse qui est née en 1786 et j'ai accompagné ce recueil de poèmes. J'ai envie, voilà, de lire après les poèmes la biographie écrite par Stefan Zweig, donc de Marceline Desbordes-Valmore, qui est parue chez Le Livre de Poche. Ça a été traduit par Alzire Hella. Et voilà, je me dis, ça peut être sympa d'allier les deux ouvrages. Après avoir lu les poèmes, pouvoir en savoir un petit peu plus sur cette poétesse. Voilà pour cette pioche à lire du mois d'août qui peut encore bouger. Hein. Vous me connaissez maintenant, vous savez que tout à coup, je fais entrer des livres qui n'étaient pas prévus dans la pioche à lire. Mais voilà, c'est aussi ça qui est sympa, c'est de pouvoir un petit peu improviser et aller là où nos envies nous poussent. C'est important pour avoir de plaisir lors de nos lectures. Donc, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que vous allez passer un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas à venir échanger avec moi en commentaire si vous connaissez certains de ces titres. Si vous les avez aimés, si vous avez des recommandations à me faire. Et en attendant de vous retrouver par ici ou ailleurs, je vous souhaite de très très belles lectures. Surtout, prenez soin de vous et je vous dis à très très vite. Salut!